Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en 1947, près de Mimbeng, près de Minzik, donc en Mimbeng, près de Minzik, dans la province de Wurruntem, au nord du Gabon, que les peuples et que les peuples et camps de la sous-région Afrique centrale se retrouvaient donc pour mettre en relief les grandes questions qui s'opposaient avec acuité à ces ressortissants, bien sûr, de cette grande communauté venue s'installer au fil des siècles, bien sûr, dans la sous-région Afrique centrale. 66 ans après, l'association Elarayon Ekan tente donc d'organiser un grand festival culturel qui devrait permettre la rencontre à nouveau de ce peuple Ekan. Pour aller dans le vif du sujet, nous allons débattre des questions liées à la déperdition culturelle, au phénomène d'acculturation des nouvelles générations, mais surtout voir quels peuvent être les apports du peuple Ekan au XXIe siècle, les apports par rapport au contexte de globalisation dans lequel nous vivons depuis quelques années maintenant. Pour débattre de cette question, je reçois Privat Ngomo. Il est le secrétaire général de l'association culturelle Elarayon Ekan. Monsieur Ngomo, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci. Je reçois également Jonathan Ntoutoum, maître assistant CAMES, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Il est docteur en géopolitique et en géostratégie, spécialiste des questions de géopolitique et des géostratégies. Docteur Jonathan Ntoutoum, bonsoir. Bonsoir. Maître assistant, vous êtes bien sûr. Bonsoir et merci d'être à nouveau sur le plateau de l'édition spéciale donc pour que nous débattions de cette question. Il s'agit donc de l'organisation prochaine, on va dire au mois de décembre, de la première édition du festival Elarayon Ekan. C'est un festival culturel qui devrait en principe voir le brassage ou la rencontre à nouveau des différents peuples Ekan disséminés dans la sous-région Afrique centrale. Je voudrais donc tout de suite demander au secrétaire général de cette association, avant d'entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, puisque c'est quasiment un classique aujourd'hui pour tout Ekan de pouvoir être en phase avec son histoire, avec sa tradition, avec sa culture. Et il y a un fait extraordinaire que les peuples africains ont en partage, c'est ce site particulier qu'ils peuvent pouvoir remonter le temps et pouvoir déclamer ou décliner leur arbre généalogique. Alors vous êtes informaticien, cadre de la présidence de la République, vous êtes un homme de culture, promoteur du 9e art, donc de la bande dessinée, par laquelle vous permettez à tous ceux qui sont des grands passionnés de bande dessinée de pouvoir également s'approprier la culture fond à travers l'ombette, mais surtout à travers cette bande dessinée que vous avez promue il y a quelques années. Vous continuez d'ailleurs à faire la promotion de cette bande dessinée Alum Ndomiko. Vous avez vu souvent sur les plateaux de télévision au Gabon faire la promotion de cette bande dessinée Alum Ndomiko, mais c'est surtout la promotion du Mvet que vous faites donc à travers cette bande dessinée. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Je voudrais que vous commenciez d'abord à vous présenter. Je vous ai dit que j'ai dit aux téléspectateurs, vous êtes informaticien, cadre à la présidence de la République, mais on voudrait mieux vous connaître. Qui est Privat Ngomo au sein de la grande famille des Ekan? Oui, je vais le faire. Mais d'abord, je tenais à vous remercier pour la grande occasion que vous nous offrez de venir parler d'un projet culturel de grande envergure, car il s'agit de réunir les Ekans de la CEMAC, donc à peu près 6 pays, à l'exception du Tchad. Et donc, nous allons pouvoir en débattre pendant quelques temps. Je suis très heureux. Vous faisiez allusion à ma présentation classique. Dans les présentations toutes occidentales, on donne le nom et puis un peu la référence académique et puis la fonction. Dans la tradition, ce n'était pas comme ça qu'on se présentait. Et comme de plus en plus les jeunes ne parlent plus leur langue et ne connaissent donc plus leurs origines, perdent leur tradition, nous allons essayer de revitaliser la culture au cours de cette émission. Et je voudrais d'emblée m'excuser auprès des téléspectateurs qui ne parlent pas ma langue, car je vais me présenter dans la langue Ntumu, selon la tradition Ekan. Mene, meye mongomo, mongomo mve aboso obama, obama muto engongo eyele obama so, aso musoro okep misem ze nso ngoro obua mukom bokoko bongwa mgwa aso ntumu afiri kara menetema suguva mutoma neba misere bitam o Welentem au Gabon
Mutaof, mon oncle, nous Kodjen, Azabi Kat, Oyem, Owelentem, au Gabon, Ya, Male. Alors là, je viens de décliner. Et là, vous êtes remonté jusqu'à combien de générations, moi? Je suis remonté jusqu'à ma 22e génération ascendante. Et si vous essayez d'établir un petit calcul arithmétique et que vous convenez que 25 ans est l'âge entre deux générations, entre un père et son fils, ça nous donne donc pour un siècle environ 4 générations, 4 fois 25, 100. Et donc je remonte 22 générations en arrière, soit à peu près 600 ans. Donc 6 siècles. Donc Afirikara, l'ancêtre commun, qui portait le nom de Nanga en réalité, et qui avait pour surnom Ekan, est un homme du 15e siècle. Donc je remonte donc 15 siècles en arrière. Voilà pour ce qui est de la première partie de ma présentation, où j'ai décliné simplement en les égrenant les différents ascendants, en commençant par mon père, l'ascendant direct, le feu général Ngomové David, et j'ai terminé par Afirikara ou Ekan. Dans la deuxième partie de ma présentation, j'ai décliné mes origines paternelles et maternelles. Et c'est très important, car il faut, chez nous les Ekans, toujours savoir quelle est la branche paternelle et quelle est la branche maternelle. C'est important quand nous pratiquons l'exogamie. Nous ne marions pas à l'intérieur du même haillon, de la même tribu. Et du côté de mon père, je suis Eba. Les Eba sont aussi parentés aux Yemisem, qui sont parentés aux Oyok, qui sont parentés aux Esesen, qui sont parentés aux Yebimben, qui sont parentés aux Essasom. On appelle ça Elarayon. Je viens donc de citer les différentes tribus qui ont un ancêtre commun. Cet ancêtre commun s'appelle Obamokom. Voilà. Ensuite, j'ai présenté mon côté maternel. Le côté maternel, je suis issu des Nkodjen. Les Nkodjen sont parentés aux Yevo, ils sont parentés aux Evoine, ils sont parentés aux Essaban, aux Essamvin, aux Essakak, aux Essazue. Donc ça aussi, c'est les Larayon, mais du côté des oncles. Donc ça, ce sont quoi, les différentes tribus que vous êtes en train de grainer, les tribus côté paternel et côté maternel? Exactement. En fait, ce sont des tribus qui ont un même ancêtre. Et à un moment donné, ces tribus, ce sont des personnes, des hommes, qui les ont fondées, et ces descendants ont gardé la parenté. Et normalement, dans la tradition Ekan, on ne se marie pas à l'intérieur d'une même famille. Prévan Gomo, vous êtes secrétaire général d'une nouvelle association, l'association Elarayon Ekan. C'est une association transnationale qui a vu le jour du côté de Cameroun. Tout à l'heure, lorsque vous avez introduit, vous aviez dit que cette association est disséminée, ou les Ekans sont disséminés sur l'espace de la sous-région Afrique centrale dans 6 pays. Au niveau de la sous-région Afrique centrale, je voudrais que vous nous parliez d'abord des Ekans. Qui sont les Ekans? Parce que dans le conscient collectif, on parle plutôt des Fang et le mot Ekan n'est pas commun à tout le monde. Qui sont les Ekans? C'est quoi exactement? Alors, les Ekans, c'est le nom que nous nous donnons nous-mêmes quand nous nous présentons. Quand les autres sont arrivés, je pense notamment aux anthropologues au cours du 19e, 20e siècle, ils nous ont vus, ils ont écrit sur nous. Et finalement, ils nous ont présentés au monde. Ils ont dit que nous étions les Mpaouins. Nous ne sommes pas les Mpaouins. Simplement parce que le mot Mpaouin n'appartient pas à notre registre lexical culturel. Mpaouin, de ce que j'ai pu lire, viendrait de la phrase de la langue ngwemienne, mimpamien, qui signifie je ne sais pas. Alors, d'après la petite histoire, les colons sur la côte auraient demandé donc au groupe au Mienais, donc notamment les Pongouais, qui étaient ces nouveaux arrivés, d'accord, qui souhaitaient leur vendre des défenses d'ivoire. Car nous étions de grands chasseurs d'éléphants et nous vendions des ivoires. Et les Mienais, ne nous connaissant pas, ont dit aux colons que « Mimpamien, je ne connais pas ». Et voilà comment est-ce que ce groupe de phrases, finalement, qui exprimait une négation, je ne sais pas, a été affecté pour désigner un peuple qui pourtant lui-même se désigne, d'accord, de manière endogène. Voilà la première erreur. On a pensé que les Ekans étaient les Mpaouins. Donc c'est une erreur de l'histoire qu'il faut souligner. Il serait bien, malheureusement, que la plupart des livres, d'accord, qui ont fait la promotion de ce terme soient revus.
parce que c'est un terme qui ne correspond pas à la réalité. La deuxième chose, c'est Fan. Ceux qui sont arrivés sur la côte, les premiers, ce sont effectivement ceux qui descendent de Mfanfiri. Tout à l'heure, quand j'ai remonté mon arbre généalogique, je suis remonté à Ntumafiri. Ntumafiri, c'est le petit frère, c'est le dernier de la famille. Et Mfanfiri, c'est son grand frère. Mais quand le père mourait, qu'est-ce qui se passait? Le grand frère prenait un peu la gestion de la famille, de la fratrie. Et donc, on pouvait parfois penser que le petit frère, qui était géré par son grand frère, en était l'enfant, ce qui n'est pas le cas. Les Ntumu ne sont pas les Fans. Les Ntumu sont les Ntumu, les Fans sont les Fans. Ils ont un même père qui s'appelle Ekan, et Fan a géré la fratrie. À côté de Fan, qui était l'aîné, il y a Okak Afiri. À côté de Okak Afiri, il y a deux jumeaux, Mevu Afiri et Ndun Afiri. Et enfin, il y a Ntou Afiri. Voilà. Donc, comme Fan Afiri était l'aîné, sa descendance a souvent joué le rôle d'éclaireur. Ce sont eux qui partaient les premiers. Donc, naturellement, ils sont arrivés sur la côte. Donc, quand on leur demande qui ils sont, ils disent que maintenant, un Fan, NF, pas F-A-N-G, N-F, un Fan. L'Occident ne sait pas prononcer le terme un feu ou bien un veu. Il dit souvent Mba pour dire Mba, ou bien Ngomo pour dire Ngomo, ou bien Ndutumu pour dire Ndutumu. Donc, le N a disparu. Le F-A-N s'est imposé et finalement le F-A-N-G. Sinon, en réalité, un Fan veut dire le vrai, l'authentique, le véritable. Fan ne veut rien dire. D'accord. Et pourtant, c'est ce terme-là aujourd'hui qui fait florès dans la littérature. Donc, ce sont tous ces différents peuples-là qui sont descendants, qui ont un ancêtre commun qui est Ekan. Voilà, Ekan, en fait, aurait eu deux femmes. Ouais. Une femme qui lui a donné Beti Bonanga. Et la descendance de Beti Bonanga se retrouve surtout au Cameroun. Et puis une autre femme, Nangobe, qui lui a donné Fanfiri, qui lui a donné Okakafiri, Mevuafiri, Ndanafiri, Ntumafiri. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus dans la zone du sud Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, et je crois un peu aussi le Congo et la Centrafrique. Là, on est en pleine mythologie ou c'est des faits réels? Non, ce sont des faits réels. Ouais. Je vous parle des hommes qui ont existé, qui sont morts. Et quand on pratiquait nos rites, le rite Melan par exemple, certains, leurs crânes, d'accord, étaient présentés aux initiés. Mais comme ces traditions sont en train de disparaître, et certains même ont disparu, eh bien on a parfois l'impression que ces réalités humaines relèvent du mythe, ce qui n'est pas vrai. Ce sont des personnages qui ont existé, et dans nos généalogies, nous remontons les personnes qui ont effectivement existé et qui justifient par leur existence notre présence aujourd'hui. Alors, vous avez donc fait un constat. Est-ce que vous avez bien sûr remarqué qu'il y a une véritable acculturation de nouvelles générations au niveau de la communauté des écrans, une déperdition culturelle, et vous estimez aujourd'hui qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, ce phénomène de déperdition culturelle ou acculturation ne se pose pas seulement à la seule communauté des écrans, mais l'ensemble de communautés qui vivent dans notre pays et même au niveau de l'Afrique est confronté à ce phénomène par rapport, bien sûr, à cette proximité qui a existé pendant plusieurs années avec les colons, bien sûr, l'histoire de l'Afrique même qui a été réécrite, ces frontières qui ont été redessinées. Donc, du coup, vous estimez-vous, au niveau des Laraya ou Ekan, qu'il y a urgence? Oui, il y a vraiment aujourd'hui urgence. Pourquoi? Parce que mon père et avec lui les hommes de sa génération sont des personnes qui ont été initiées généralement et qui ont subi les différents rites masculins, les rites d'étape, que ce soit la circoncision, que ce soit le ngui, que ce soit le so, que ce soit le melan, pour parler de la communauté Ekan. Je sais que dans d'autres communautés, ces rites masculins existaient. Les rites féminins existaient aussi. Ces hommes sont là, ils sont en train de partir. Et puis il y a nos enfants qui sont là, qui pour la plupart ne parlent même plus du tout la langue. Donc si vous mettez maintenant le petit-fils avec son grand-père, ils auront du mal à communiquer. Et le grand-père sera obligé de baragouiner du français pour que le fils comprenne, parce que le fils ne comprendra pas la langue. Nous sommes au milieu, la génération, qui est la nôtre. Nous avons donc une responsabilité devant l'histoire et devant les futures générations. Celle de conserver la tradition auprès des vieux qui existent encore, qui sont en train de partir, et transmettre cette connaissance orale ou écrite à la nouvelle génération. Alors, pour le faire, on a bien compris qu'il fallait s'organiser. Et comme le peuple Ekan se retrouve disséminé dans 6 pays de la CEMAC, je vais quand même ici les préciser, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, où ils sont très visibles, mais également le Congo, la Centrafrique et Sao Tomé et Principe, où nous sommes, c'est vrai, moins visibles. Ça fait 6 pays, d'accord, dans le grand ensemble qu'est la CEMAC. Il n'y a que le Tchad, où nous ne nous retrouvons pas. Alors, on a pensé
les frères Ekan du Cameroun et ceux de la Guinée équatoriale qu'il fallait qu'on s'organise autour d'une association culturelle transnationale. Nous avons désigné par le terme Elarayon Ekan. Nous voulons nous retrouver. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir reconstituer non seulement notre tissu familial, socio-culturel, mais également nous allons pouvoir écrire, pour ne pas dire réécrire notre histoire, qui est, il faut le dire, falsifiée. Et donc cette association s'est donnée pour mission, de conserver la tradition de manière pérenne, soit de manière orale, soit de manière écrite, mais également de mettre en œuvre les actions de revalorisation de cette tradition, la revitaliser. Le festival revitalise justement la tradition. Et enfin, je termine là, et enfin, nous souhaitons interpeller la jeunesse pour lui dire quel est votre rapport avec votre langue vernaculaire, quel est votre rapport avec vos traditions. On va revenir tout à l'heure dans le détail par rapport comment dire, ce constat que vous avez fait, mais surtout l'envie qui vous anime, qui vous gagne donc, et qui va donc vous emmener à pouvoir mettre en relief une certaine politique qui permettront bien sûr aux nouvelles générations de pouvoir s'approprier ce riche patrimoine culturel et quand. Je voudrais demander à Jonathan Ntuntum, le spécialiste des questions de géopolitique et de géostratégie. En début d'émission, je parlais de Mimbeng. Vous connaissez bien sûr cette rencontre qui fut organisée en 1947 et qui réunissait les Ekans ou les Fang au niveau de Mimbeng. Et c'est une rencontre qui malheureusement avait eu une autre connotation où il y avait un poids politique semble-t-il, qui pesait sur cette rencontre, où on a parlé de la naissance de l'UNIFAN, quelque chose qui n'avait pas été très bien vu par le colonisateur. Et 66 ans après, on tente de remettre en relief ce genre de rendez-vous. Est-ce que vous ne craignez pas que cette rencontre culturelle-là ne soit finalement regardée à travers un prisme déformant? Bon, merci encore une fois de plus. Et puis, bonsoir à tout le monde. Mais il faut dire que ce qui s'est passé en 1947 à Minzik et qu'on a appelé le congrès de Minzik de 1947 a eu effectivement, selon les organisateurs, une certaine définition. Et puis, il y a eu des objectifs et des enjeux. Mais les gens ne retiennent que l'interprétation politique qui en était sortie au terme de ce congrès. Des fonds d'Afrique centrale. Notamment, on a prêté l'intention aux fonds de vouloir bâtir une nation spécifiquement pour eux. Ce n'était pas faux, ce n'était pas vrai non plus, mais en même temps, il faut reconnaître que le fait mis en avant était non, le fait culturel, comme tente de le refaire l'association Elarayon Ekan. Mais en même temps, au-delà de ce fait culturel, il y a bien eu des objectifs politiques derrière. Parce que nous sommes quand même autour des années 1940. En 1947, nous nous acheminons vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a déjà eu le congrès de Brazzaville en 1944 avec le général de Gaulle, mais où le mot indépendant n'est pas encore prononcé, mais où il est question peut-être de plus en plus d'autonomie ou bien l'implication des Africains dans la gestion de leurs propres affaires. Et du coup, la première, disons, les Africains qui commencent à prendre part au niveau de l'Assemblée nationale française et au niveau du Gabon, par exemple, il y a que cet infant, Jean-Hilaire Obama, qui enlève donc le premier siège de la représentativité du Gabon à l'Assemblée nationale française. Et du coup, les gens se souviennent aussi de la maltraitance qu'ils ont subie de la part du colonisateur, notamment le peuple Fan, qui n'a jamais connu de roi, où il n'y a pas un chef véritablement désigné, sauf si mon frère Ngomo, qui maîtrise bien cette histoire, peut m'apporter. Et les Fans ont très mal vécu la domination coloniale. À un moment donné, ça a été d'abord des bonnes relations entre le colonisateur et le peuple Fan, qui est le dernier à être arrivé au Gabon. Nous sommes autour du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Les Fans arrivent même au Gabon après les Blancs. Mais du coup, vu leur façon de s'organiser, les Blancs, le colonisateur pense déjà à un peuple
entre griffes, assez intelligent, bien organisé. Mais très vite, on se rend compte que ce peuple a des velléités d'autonomie très poussées. Et à partir de là, il y a quand même des frictions. Et les peuples fans, d'après ce qui est écrit, n'ont pas vu d'un bon œil cette domination coloniale et commencent donc à s'organiser. Donc, au-delà de l'objectif l'objectif culturel, il y a bien eu l'objectif politique. Et je pense, et vous me posez cette question, qu'au-delà donc de l'aspect culturel que vise Ilarayon et Caen, ce qui est déjà une bonne chose, celle de réunir déjà les peuples se reconnaissant en un même ancêtre, mais en même temps, il faut quand même craindre une certaine interprétation des velléités d'autonomisation et peut-être des velléités de démarcation. Ça ne pourra pas manquer parce qu'il y a quand même des sous-entendus. Et vous savez, nous sommes dans un monde sensible et vous êtes sans ignorer que le peuple fan a été quand même l'un des rares peuples à avoir dirigé 3 pays différents. Au Gabon, nous avons eu le président Léon Mba de 1960 à 1967. Au Cameroun, nous avons le président Paul Biya de 1982 jusqu'à nos jours. En Guinée équatoriale, nous avons le président Obiangema qui dirige ce pays depuis 1979, qui est devenu le doyen des chefs d'État. C'est donc un fait rare qu'un même peuple arrive à diriger quand même 3 pays différents de la même sous-région. Donc, cela ne peut que susciter peut-être une certaine crainte. Non justifiée peut-être, mais une crainte quand même. Le festival Ilarayon et Caen, on va dire quoi, est dans sa phase de gestation. Est-ce que vous pensez, Prévan Gomo, que le colonisateur, 66 ans après, peut se remémorer Mimbeng? Mais avant de répondre à la question qui est pertinente, je voudrais quand même rajouter à ce que vient de dire Jonathan, que pour comprendre les enjeux du congrès de Minzik, qui s'est déroulé du 26 au 28 février 1947, il faut quand même saisir le contexte historique qu'il a sécrété. C'était un contexte fondamentalement politique. Il y avait non seulement la colonisation, mais nous sortons de la Deuxième Guerre mondiale. Concernant la colonisation, l'action des colons, au départ, comme il a dit, était une action non contraignante. Et ensuite, le colon, prenant donc on va dire, du poil de la bête, s'imposant, a voulu remettre en cause nos traditions. Ils ont refusé qu'on pratique certains rites qu'on ne pratique plus aujourd'hui. Ils ont voulu installer des chefferies, alors que la notion de roi, d'empereur n'existe pas chez nous. Nous avons la notion de patriarche, donc le chef du clan qui défend les intérêts de sa communauté, et les décisions sont prises de manière consensuelle, au cours donc justement de ce grand Ilarayon. Donc il y avait des questions culturelles de fond. Nous n'étions pas d'accord pour voir notre culture dominés, écrasés par les colons, qui entendaient mettre, on va dire, faire mébasse, d'accord, sur nos territoires, sur nos richesses. Donc, c'est un aspect qui est important et qu'il faut relever. L'autre aspect, c'est la Seconde Guerre mondiale, et il a dit, nous avons eu des pères, des grands-pères pour certains, qui sont morts au champ de bataille. Donc, quand ils sont revenus après, mais ils espéraient la liberté. On a sorti la France des griffes hitlériennes, on pensait que nous aussi, maintenant, nous allons devenir indépendants. Lorsqu'en 1946, et ça il n'a pas précisé, il n'a parlé que de la conférence de Brazzaville en 1944, mais en 1946, en octobre, la France met en place la nouvelle République, la 4e République, l'Union française. On ne parle plus, c'est vrai, d'empire et de colonie dans la loi fondamentale française, mais on parle désormais de territoires français tutélaires et puis les territoires d'outre-mer qui sont accrochés à la base tutélaire française métropolitaine. Donc les écrans, dont certains sont au Parlement français, au Palais Bourbon, réalisent que l'indépendance n'est pas pour maintenant. Donc, nous allons arracher notre indépendance. Nous allons donc prendre notre destin en main. C'est ce qui s'est passé en 1947, c'est-à-dire que 13 ans avant les indépendances, les Écans ont déjà voulu avoir leur indépendance. Ça, c'est un point qui est important. Est-ce que le colonisateur, maintenant, s'en souvient? Certainement qu'il s'en souvient. Mais les données ont changé. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel nous voulons organiser le festival Ilarayon et Caen n'est pas un contexte marqué politiquement. Les États que nous voulions avoir en 1947 existent, certainement pas dans la forme qu'on aurait souhaité, mais ils existent, ces États aujourd'hui, le Cameroun, la Guinée équatoriale et la plupart des autres États francophones. Concernant toujours les ambitions du congrès de Minzik, il était question qu'on ait peut-être un État écan avec des institutions écan. Ce ne sera plus le cas. L'histoire aura parlé différemment. Par contre, quels que soient les pays où nous nous situons aujourd'hui, en Afrique, et plus particulièrement, je prends la communauté écan, la question de la déperdition culturelle devient un point saillant.
Les enfants n'ont pas plus leur langue. Alors on dirait qu'il faut construire la nation gabonaise. Soit. Il faut donc favoriser les mariages mixtes. Soit. Mais dans un mariage mixte, qu'est-ce qu'on attend? On attend que si le père, par exemple, est Ekan, et que la maman, par exemple, est Pounou, eh bien l'enfant est trois cultures. Il est la culture Pounou de sa mère, la culture Ekan de son père, et la culture française qu'ils ont en partage, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate de plus en plus que les enfants n'ont pas la culture Pounou de la maman, n'ont pas la culture Ekan du papa, et la culture française, ils ne la maîtrisent même pas. Alors, sur une projection de 50 ans, nous mettons en place une nation gabonaise qui aura quelle substance, quelle réalité? Il faut se poser la question, elle est fondamentale. Nous nous sommes posé la question. Nous disons, désormais, s'il y a des mariages mixtes, il faut que l'enfant parle la langue de son père, la langue de sa mère, et parle aussi le français. Pour cela, il faut de plus en plus que nous ayons des académies, des langues vernaculaires, des alphabets, pour pouvoir écrire nos langues. On parle le Pounou, on parle le Ntoumou, on parle le Guissir, mais est-ce qu'on l'écrit? Aujourd'hui, les linguistes ont été formés. 53 ans d'indépendance, nous avons des linguistes aujourd'hui. D'accord. Alors, 53 ans d'indépendance, c'est important. D'aucuns disent qu'on est encore des nations très, très jeunes et qu'il faut peut-être éviter de jouer sur ces fibres identitaires. On a longuement parlé de cette question de repli identitaire lors de la campagne présidentielle anticipée de 2009. Monsieur, vous vous en souvenez, bien sûr, Jonathan Tountoum, dans l'espace CEMAC, de telles rencontres, je veux dire, comment est-ce que les peuples non-écans pourraient percevoir ce genre de regroupement, ce genre de rencontre? Est-ce que vous pensez que la maturité des différents peuples au niveau de la sous-région ou même des dirigeants au niveau de la sous-région ou même de l'ex-colonisateurs ne seraient peut-être pas enclins à regarder avec une loupe cette question de l'Arayon et quand de ce festival? Bon, mais disons, ce qui peut gêner les peuples non écans, effectivement, il y a là-dedans, dans cette gêne, il peut y avoir des motivations beaucoup plus politiques, de savoir que voilà des peuples qui appartiennent à des pays différents, mais qui tentent donc de se réunir. Pour quelle motivation? Les interrogations, on ne peut pas les empêcher. Et forcément, quand il y a interrogation, il y a une certaine hantise. Et du coup, c'est au peuple écan de rassurer les autres peuples qui cohabitent avec eux, de pouvoir les rassurer en faisant prévaloir l'aspect culturel, notamment en voulant sauvegarder ce patrimoine culturel. Et du coup, je pense que la question ne se pose pas ailleurs. Vous avez aujourd'hui un pays comme la République démocratique du Congo qui connaît un fort caractère identitaire, mais qui aujourd'hui n'est pas la cause de la déstabilisation de ce pays. Vous avez d'un côté, à l'est, des peuples qui sont beaucoup plus tournés vers l'espace anglophone, par exemple, mais où la principale langue parlée est le swahili, l'espace swahiliophone. Et puis vous avez du côté occidental, du côté de l'ouest de la République démocratique du Congo, il y a l'espace qui parle le lingala. Mais en même temps, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait une langue qui mette tout le monde d'accord. Mais donc, je pense que la peur, la hantise ou bien l'inquiétude que les autres peuvent avoir ne peut pas se justifier sur le fond, si ce n'est sur la forme. La forme parce que, voilà, des gens qui parlent une même langue, qui se réunissent, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir dire, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir mijoter en dehors de l'aspect culturel. Mais en même temps, vous savez que, bon, dans toute réunion ou bien dans toute velléité de rencontre, il y a toujours des interrogations qu'on ne peut pas éviter. Surtout, il y a des aspects sensibles comme des aspects liés à la politique et les autres peuvent se poser la question, est-ce que ce n'est pas pour mieux s'organiser afin de faire en sorte que les femmes prennent le pouvoir partout, dans tous les pays où ils sont présents? Ça, c'est le genre d'interrogations qui peuvent se faire jour. Mais en même temps, on ne peut pas empêcher ceux qui partagent une identité commune de pouvoir se réunir. Ce serait aussi une bonne chose que, par exemple, les Pounous du Gabon, les Lari du Congo se retrouvent pour des aspects culturels. Mais en même temps aussi, vous savez que lorsqu'il y a une richesse identitaire, il faut déjà que chacun préserve déjà son patrimoine culturel. Et forcément, c'est une forme de richesse aussi. C'est-à-dire, ce qui est bien chez l'autre,
il faut que nous l'adoptions et faire en sorte que ce qui nous semble moins bon soit peut-être mis de côté. Mais dire qu'on peut empêcher un peuple de pouvoir se retrouver sous prétexte qu'il y a des velléités politiques derrière ou sociologiques et tout le reste, je pense que c'est peut-être une peur ou une